Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'importance de construire un fil conducteur pour vos présentations scientifiques à l'oral. Je suis Arnaud de Ramaker, professeur et chercheur à l'École polytechnique de l'Université libre de Bruxelles au sein du service Bâtir. Dans cette vidéo, je vous parlerai de l'importance de bien identifier votre audience, d'avoir en tête des messages clairs à faire passer et d'écrire un bon scénario cohérent. Pour construire efficacement une présentation, il faut adresser un message clair à une audience donnée. Pour cela, il faut évidemment connaître votre audience, identifier votre ou vos messages et, sur base de ceci, écrire un scénario. À quelle audience votre présentation s'adresse-t-elle? Elle pourrait s'adresser à un large public qui n'a pas de connaissances techniques, à vos pairs qui ont des connaissances de base, à des spécialistes du domaine qui ont des connaissances approfondies. Dans le cadre des projets de bachelier de l'école polytechnique, vous serez plutôt dans la présentation à vos pairs qui ont donc des connaissances de base. Alors à chaque audience, il faudra adapter son langage. Par exemple, pour le large public qui n'a pas de connaissances techniques, il faut utiliser un langage non technique et donc avoir recours à la vulgarisation. Pour vos pairs qui ont des connaissances de base, vous devrez quand même expliquer les termes spécifiques à votre projet. Pour des spécialistes du domaine qui ont des connaissances approfondies, là on est plutôt dans le cadre peut-être de réunions de projet pendant le projet, il faudra simplement rappeler les principes de base. Quelle que soit votre audience, il vous faudra identifier le ou les messages de votre présentation et sur base de ceci, construire un fil conducteur. À la fin de votre présentation, que souhaitez-vous que l'audience retienne? Pour être efficace, un message doit être relativement simple. Pour illustrer ceci, je vous propose de regarder ensemble un court extrait d'une émission vidéo que j'ai faite en collaboration avec la chaîne BX1 il y a quelques années. En France, en Allemagne et aux États-Unis, on estime que 10% de l'infrastructure de génie civil est en mauvais état. Donc les ponts et tunnels qui ont été construits dans les années 1960-70 arrivent au bout de leur durée de vie estimée à environ 50 ans. Comme il est impossible de détruire ces milliers d'ouvrages et de les reconstruire, il se pose la question de comment étendre leur durée de vie, mais en évitant des événements catastrophiques comme l'effondrement du pont de Gênes en août 2018. Plus près de chez nous, les Bruxellois vivent depuis plusieurs années des embarras de circulation liés aux fermetures fréquentes des tunnels urbains. C'est la chute d'un bloc de béton sur le pare-brise d'une voiture en 2015 qui a vraiment éveillé les consciences sur l'état de dégradation de ces structures. Il s'en est suivi un ensemble d'analyses et la mise au point d'une grande campagne de rénovation qui est toujours en cours. Cet été, par exemple, la toiture du tunnel Rogier a subi des réparations en divers endroits. Alors le béton est un matériau dont le cycle de vie peut être divisé en 3 phases. Dans son état liquide, il est mis dans des coffrages jusqu'à ce qu'il obtienne une résistance suffisante. Ensuite, dans son état durci, il sert à résister aux charges qui sont appliquées à la structure. Puis, avec le temps, il se dégrade et l'apparition de fissures est un des indicateurs de cette dégradation. Dans mon équipe de recherche, c'est sur cette question-là que nous travaillons. Donc revenons maintenant à la problématique des tunnels bruxellois. On sait que des inspections importantes ont été faites, qu'une grande campagne de rénovation a été faite en urgence en 2016 et que tous ces travaux et analyses ont été longs et coûteux et ont causé la fermeture assez fréquente des tunnels. Alors dans une deuxième phase, il y a eu un plan d'investissement qui vise justement à améliorer la situation pour les tunnels et les ponts bruxellois. Et donc il est important de s'assurer du bon état de santé des tunnels, c'est pourquoi des inspections visuelles et annuelles ont été mises au point. Alors ces inspections annuelles sont un peu semblables à ce qu'on fait lorsqu'on va chez le dentiste chaque année.
Mais s'il était possible d'avoir un système qui est intégré dans notre corps et qui détecte dès qu'un problème apparaît dans nos dents, alors il serait possible d'aller peut-être plus tôt chez le dentiste, d'avoir une intervention mineure, ou bien de ne pas aller chez le dentiste parce que ce n'est pas nécessaire et d'économiser ainsi un petit peu d'argent. Donc ce que nous avons imaginé dans mon équipe de recherche à l'ULB, c'est d'intégrer ce genre de système dans des tunnels en béton ou tout type de structure en béton. Le principe, c'est d'intégrer des capteurs directement au cœur du béton et que ces capteurs envoient en temps réel une information sur la qualité du béton au gestionnaire de l'infrastructure. Donc le gestionnaire serait équipé d'un simple téléphone ou d'une tablette et aurait en temps réel l'information sur l'état de son infrastructure et pourrait ainsi prendre des décisions par rapport à la maintenance et aux travaux à effectuer. Ce système que nous avons développé, il est basé sur l'utilisation de petits capteurs ultrasonores qui sont intégrés directement dans le béton. Alors ce qu'on voit sur la diapositive, c'est à gauche un capteur qui agit comme émetteur, donc il envoie une onde dans le béton. À droite, nous avons un capteur qui agit comme récepteur. Il reçoit le signal qui a voyagé de l'émetteur au récepteur. Lorsque quelque chose se passe entre les deux, comme l'apparition d'une fissure, ce signal est modifié et cela nous indique qu'il y a un problème. C'est un petit peu semblable à ce qu'on voit en échographie, sauf que les fréquences utilisées sont différentes et que l'image qu'on reçoit est moins nette. Alors, comme cette image est moins nette, il est important de pouvoir traduire cette information dans quelque chose d'utilisable pour le gestionnaire d'infrastructure. C'est ainsi que nous avons développé un ensemble de programmes et d'outils logiciels qui permettent de passer de ces ondes à une information du type jauge, où la jauge est verte lorsque le béton est en bon état, orange lorsqu'il est endommagé et rouge quand il devient urgent d'opérer des réparations. Ce principe, nous l'avons d'abord testé en laboratoire. Donc, ce qu'on voit ici sur la photo, c'est une poutre en béton armé qui est posée sur deux appuis à gauche et à droite. Les capteurs sont intégrés au milieu et une machine hydraulique en son centre applique une force. Lorsque la force qui est importante, qui est appliquée, dépasse la capacité de résistance de la poutre, il se produit une fissuration et grâce à nos capteurs, nous mesurons des ondes et nous pouvons interpréter ceci en donnant un signal de la jauge qui est vert lorsqu'il n'y a pas de fissuration et qui devient rouge lorsque la fissuration est importante. Après avoir testé en laboratoire, nous sommes passés à une application en conditions réelles. Donc, nous nous sommes penchés sur le problème de la toiture du tunnel Rogier, justement, qui a été inspectée et dans laquelle on a détecté des zones où le béton était dégradé. Dans ces zones, le béton a été détruit et puis va être réparé. Dans le contexte d'un projet qui s'appelle TweetCon et qui est financé par Innoviris et Bruxelles Mobilité, nous avons installé un système de suivi de l'état de dégradation du béton dans la toiture du tunnel Rogier. Alors, ce système a deux grands objectifs. Le premier, c'est de vérifier que la réparation est de bonne qualité. Parce qu'il arrive, quand on met le nouveau mortier de réparation, que lorsqu'il sèche, il adhère mal à l'ancien béton et qu'il y ait des décollements. Donc les capteurs permettent de détecter ce genre de problème. Ils permettent aussi de suivre sur le long terme l'évolution des réparations et de leur qualité. Nous avons donc installé des capteurs pendant la fermeture nocturne du tunnel, pendant une nuit, au mois de juin dernier. Les capteurs ont été insérés dans l'ancien béton, entre les armatures, et le béton a ensuite été réparé. Ces capteurs ont été reliés à un système d'acquisition avec un ordinateur. Cet ordinateur est lui-même relié au réseau 4G du tunnel et nous permet de piloter les expériences à distance et permet aux capteurs de nous envoyer de l'information quant à la qualité du béton. Donc le système, aujourd'hui, il est fonctionnel. Le tunnel envoie toutes les 30 minutes des paquets de données dans un cloud qui se trouve à l'ULB, donc dans notre service. Nous traitons ces informations pour connaître la qualité du béton. Pour l'instant, nous testons la robustesse du système, donc ces informations restent chez nous. Mais à terme, nous souhaitons que ces informations puissent être envoyées à Bruxelles Mobilité pour prendre des décisions en termes de maintenance de ces tunnels. Alors, en tant que professeur et chercheur à l'ULB, j'ai à cœur de développer des technologies qui sont utiles pour la société. Et donc, tous les jours, avec mon équipe, on essaye d'améliorer nos outils d'aide à la maintenance pour les structures en béton armé. Le but, c'est d'une part d'assurer la sécurité, évidemment, des citoyens, de réduire le coût des maintenances, de prolonger la durée de vie des structures afin de réduire leur impact écologique et enfin de minimiser les fermetures des tunnels, par exemple, pour améliorer les conditions de mobilité.
Alors après avoir regardé cet extrait vidéo, on peut se demander quels étaient les messages à faire passer dans cette présentation. Le premier, c'était que l'infrastructure de génie civil est en mauvais état. Le second, c'est qu'il est important de mettre en place un système de suivi de cet état de santé. Le troisième, c'est que l'utilisation de capteurs intégrés avec du ultrason permettent de suivre cet état en temps réel pour détecter des fissures. Et le quatrième, c'est que le but, c'est de réduire les embarras de circulation et d'assurer la sécurité des usagers. Alors, comment construire son scénario? La stratégie pourrait être de faire une description linéaire de ce que vous avez fait pendant votre projet. Et l'organisation de cette présentation serait donc de décrire ce qui a été fait en détail. Quel serait l'objectif? Est-ce que ce serait de convaincre que vous avez beaucoup travaillé? Non, ceci n'est pas une bonne approche, et donc la bonne approche, c'est d'utiliser la stratégie de raconter une histoire. L'organisation alors se construit sur la base du message, et l'objectif, c'est de faire passer le message. La structure typique d'un scénario est d'abord d'introduire quel est le contexte. Ensuite, quel problème vous essayez de résoudre, puis quelle est la méthodologie utilisée pour résoudre ce problème, quels résultats avez-vous obtenus, et ensuite, quel type d'informations pouvez-vous tirer de ces résultats. Enfin, il faudra finir par quelles sont vos recommandations éventuelles pour le travail futur. À la fin de votre histoire, vous voulez que l'audience se souvienne des informations les plus importantes, vos messages. Et donc, il est important de construire un bon scénario. Un exemple de scénario, c'est celui de la présentation vidéo que je vous ai montré. Donc, le premier slide parle du contexte général du mauvais état de l'infrastructure de génie civil. Ensuite, il se focalise un peu plus sur le problème qui est celui traité par mon équipe, celui des tunnels à Bruxelles. Ensuite, il parle de la vie du béton, puis de sa maintenance, et enfin d'une nouvelle vision de la maintenance, etc. Lorsque vous préparez votre scénario, il est important de veiller à introduire les éléments dans le bon ordre. Il vous faudra aussi travailler les transitions et toujours vérifier que tout a été dit avant, donc dans les slides précédents, avant de pouvoir comprendre le slide courant. Dans une présentation scientifique, on est souvent tenté de présenter les différents éléments dans l'ordre dans lequel ils ont été effectués dans le projet. Ce n'est pas forcément une bonne idée et je vous conseille plutôt d'identifier vos messages et sur base de ceci, de construire un fil conducteur cohérent. Pensez aussi à votre audience, à l'identifier et à adapter votre langage. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la manière de décrire une démarche scientifique dans une présentation scientifique à l'oral.